Salut les barbares! Donc aujourd'hui, petite vidéo où je vais tenter de vous démontrer une autre vision des invasions barbares. Une vision, comme le titre de la vidéo l'indique, plus sociale, où ces invasions seraient peut-être plus une révolte populaire internationale. Une chose assez inédite hein, dans l'histoire, c'est clair. Mais je vais m'appuyer pour démontrer cela sur les travaux d'un historien objectif et très sérieux, Monsieur Dumézil. Et je vais notamment vous montrer des extraits de l'une de ses conférences sur le sujet. Euh, Conférence bien sûr que je vais débunker. Hein. On commence sans plus attendre hein, avec une petite présentation de nos barbares, hein, faite par Monsieur Dumézil. A tout de suite. Traditionnellement, on a expliqué que si on entre dans le Moyen-Âge, c'est parce que Rome est tombée. Et pourquoi Rome est tombée? Bien à cause des barbares. Des grandes invasions seraient venues à bout d'une civilisation millénaire. Alors bien entendu, le problème est de savoir qui sont les barbares qui ont mis par terre cette belle civilisation romaine. Si on regarde ce que nous en disent les Grecs et les Romains de l'Antiquité, le terme de barbare est assez indifférent. Barbare, c'est tout ce qui ne parle pas grec ou latin, qui parle par borborigme, barbare, quelque chose qui est lié essentiellement au bruit, et puis très rapidement également à l'odeur, puisque le barbare sent mauvais par définition. Le barbare s'enduit le corps de beurre, alors que tous les Grecs savent, comme les Romains, que l'on s'enduit le corps d'huile d'olive pour sentir bon. Le barbare aussi, surtout, s'identifie à son poil. Le barbare est poilu, hirsute. Et comme son poil est rebelle, lui aussi est indiscipliné et rebelle à toute civilisation. Et puis, bien entendu, le barbare ne sait pas manger, il se nourrit de bouillie, alors que tout le monde sait qu'il faut manger du pain, et au lieu de boire du vin, il consomme de la bière. Ce qui est la preuve pour les Romains qu'on a affaire à une civilisation nomade, une civilisation loin de la ville et incapable de s'installer comme tout civilisé dans le cadre d'une civitas, d'une cité. Bon, si on regarde ces stéréotypes qui sont constants entre le 5e siècle avant notre ère et le 5e siècle après, on constate qu'il n'y a finalement que très peu de choses à en tirer. Même pas de la logique. Si vous réfléchissez bien, comment imaginer que des populations nomades boivent de la bière? La bière est faite avec de l'orge, qui est une céréale, ce qui laisse supposer qu'on a affaire à une civilisation de sédentaires. Les Romains ne se posent pas ce genre de questions. Tout ce qu'ils veulent dire, c'est que les barbares, c'est le mal. Ce sont eux qui ont cherché à faire tomber Rome à plusieurs reprises, depuis l'époque des oies du Capitole, quand les Gaulois chevelus, eux aussi, avaient essayé d'attaquer Rome, et que ce mal revient régulièrement, et c'est lui qui va finir par mettre par terre l'Empire romain. D'ailleurs, est-ce que l'Empire romain est vraiment mort? Je vais essayer de vous montrer que, selon le point de vue que l'on adopte, la conclusion peut être relativement divergente. Je vais donc essayer d'abord, dans un premier temps, de vous montrer la relation que Rome va nouer avec ses barbares dans les derniers siècles dans son histoire. Alors, quand on pense à Rome, on pense bien sûr, à l'époque d'Auguste, à l'époque de Trajan, à l'époque conquérante du Haut-Empire. Pourtant, l'essentiel du legs que nous devons à l'Antiquité, tout ce que nous devons à l'Antiquité en matière de droit, de religion, ou même de fiscalité, puisque le système fiscal français est encore basé sur une logique romaine, on ne le doit pas à Auguste ou à Trajan, on le doit plutôt aux empereurs du Bas-Empire. Constantin, Dioclétien, tous ces empereurs assez mal aimés qui, à la fin de l'Empire, ont réellement reconstitué le monde romain. Pourquoi y a-t-il fallu le reconstituer? Eh bien parce que Rome a connu une grave crise au IIIe siècle, qui n'est pas une crise due aux barbares, mais qui est une crise due à une multitude de facteurs. Premier facteur essentiel, alors que l'Empire connaissait une relative stabilité politique pendant les 2 premiers siècles de notre ère, au IIIe siècle, l'histoire politique s'emballe. Entre 235 de notre ère et 270, il y a environ 70 empereurs en 3 générations. Sur les 70, il n'y a que 2 de ces empereurs qui meurent de mort naturelle. Tous les autres sont assassinés. Autant dire que pendant 3 générations, au IIIe siècle, l'Empire est en guerre civile quasi permanente. Deuxième idée, au IIIe siècle, l'Empire est immense.
un empire gigantesque qui désormais n'a plus de conquête rentable à faire. Tout ce qui était précieux autour du bassin méditerranéen a déjà été conquis. Il est devenu tellement grand et incapable de mener des conquêtes rentables que la garde de la frontière commence à poser problème. Pour garder la frontière, notamment en Germanie, il faut envoyer très régulièrement la solde des légions qui gardent le limes, c'est-à-dire la frontière méditerranéenne, et cette somme que l'on verse régulièrement pour garder l'Empire commence à devenir intenable dans un contexte de crise politique, alors que la guerre civile consomme une part importante des richesses. Alors évidemment, il y a une pression barbare. Les barbares, au IIIe siècle, agressent le limes. Ils attaquent régulièrement les provinces, que ce soit en Orient ou en Occident. Est-ce qu'ils le font plus qu'autrefois? Pas forcément, mais disons qu'il devient plus difficile de garder cette frontière qui est devenue extrêmement distendue. La présence de barbares, les attaques de barbares, créent une crise militaire. La crise militaire oblige l'Empire à dépenser plus d'argent pour garder la frontière, ce qui entraîne très rapidement une crise budgétaire. Au IIIe siècle, il n'y a plus d'or dans le trésor romain. On est dans un cycle vicieux qui est d'autant plus grave que dans une société ancienne, quand on a une crise économique, il y a moins de céréales. Et mathématiquement, jusqu'au XIXe siècle, moins de céréales, ça signifie moins d'hommes. La crise économique du IIIe siècle va déboucher sur une crise démographique. L'Empire romain se vide. Alors, pas partout, pas forcément énormément, mais on estime que certaines provinces, notamment la Gaule, va perdre environ 20% de sa population. Parce qu'il y a moins de nourriture, parce que les organismes sont affaiblis face aux épidémies. Et évidemment, quand il y a moins d'hommes, il y a moins de légionnaires. Moins de légionnaires, ce qui fait que le limes est plus difficile à garder. Et qui dit moins d'hommes, dit également moins de contribuables. On va avoir tendance à nourrir la crise budgétaire. Il y aura encore moins d'or dans le trésor romain. Cette situation dramatique du IIIe siècle va également révéler une des grandes fragilités du monde romain. Le monde romain vivait depuis son origine avec les barbares. Pour être exact, très régulièrement, les grands empereurs, Trajan, Auguste, Tibère, menaient des grandes expéditions au-delà du limes pour aller faire des razzias, pour piller un peu d'or, c'était toujours agréable, mais surtout pour capturer des esclaves. L'Empire romain était un empire esclavagiste. Autant dire que le prix de la main-d'œuvre était extrêmement bas. Et l'Empire ne pouvait fonctionner qu'avec un prix de la main-d'œuvre très bas. Or, la crise militaire fait que désormais, il est impossible de faire de nouveaux esclaves. Le prix de l'esclave au cours du IIIe siècle se multiplie par 20. Autant dire que les grandes fermes d'Italie centrale qui étaient exploitées par des milliers d'esclaves deviennent soudainement plus du tout rentables. Et ce prix en hausse de l'esclave va bien entendu nourrir la crise économique. Il va y avoir encore moins de céréales sur le marché. C'est ça l'une des causes principales de la chute de l'Empire, c'est cet effondrement d'un système vertueux qui faisait que la conquête nourrissait le fonctionnement de l'Empire. À partir du moment où on ne peut plus faire de conquête, eh bien, le fonctionnement est perturbé. Ah, ce bon empire romain, qu'on nous dit toujours que c'est un exemple à suivre. En réalité, certes, il est riche, mais cette richesse réside de 1 sur une économie basée sur l'esclavage, de 2 sur la guerre permanente, sur la conquête permanente et sur le pillage. Mais dites-moi, ça ne vous rappelle rien? Déjà, cet aigle romain, regardez, on le retrouve sur le billet américain de 1 dollar. Oh, comme c'est marrant! Et puis, ce pays riche qu'on montre toujours en exemple, mais qui pourtant est toujours en guerre. Ça vous rappelle pas les États-Unis d'Amérique? Non? Ah bon? Si, un petit peu, hein? Donc vous voyez finalement qu'il y a un parallèle intéressant à faire. Hein. Et bizarrement, ces Américains qui sont toujours en guerre, eux aussi, malgré tout, ils ont l'air de traverser une crise. Bon, bref, on va revenir à nos Romains. Alors évidemment, au IIIe siècle, même si les empereurs sont un peu faibles, ils vont essayer de trouver des solutions. On va dévaluer. Dévaluer massivement la monnaie romaine.
Regardez ce trésor qui a été découvert il y a 2 ans dans le Somerset en Angleterre. 52 000 pièces des années 260-270. Ça correspond en environ 3 mois de salaire d'un fonctionnaire. C'est pratiquement rien. Donc le système romain, qui est un système capitaliste débridé, où on a tous les droits pour enrichir au maximum le système et les propriétaires du système, c'est-à-dire tous les droits, y compris la guerre, et bien malgré tout, dans ce genre de système, on arrive toujours à des limites. Et quand on se heurte contre ce mur, l'astuce pour prolonger le plaisir ou le désastre, ça dépend de quel côté on est, esclave ou riche propriétaire, on utilise toujours l'astuce monétaire, la dévaluation qui permet de faire illusion et de continuer un petit peu, mais comme vous le voyez, irrémédiablement, au bout d'un moment donné, on a un nouveau mur, c'est que la monnaie ne vaut plus rien. La monnaie est tellement dévaluée à Rome au IIIe siècle qu'on paie les gens avec des bouts de cuivre. Deuxième action possible de l'Empire romain, face à une crise budgétaire, vous connaissez la solution, il n'y a plus d'argent dans le trésor public, on augmente les impôts. Alors, augmenter les impôts, ça marche dans un premier temps, mais quand les gens n'ont plus grand-chose à verser, les impôts deviennent extrêmement impopulaires, les paysans s'enfuient de leurs terres et ça nourrit la crise économique. Quand les impôts deviennent tellement forts, tellement intenses et que la pression est tellement mal vécue que l'on ne peut plus vivre sur sa terre, un certain nombre de paysans sans le sou, notamment en Gaule, décident de prendre le maquis, voire même de partir en Germanie. Oui, vous avez bien entendu. Notamment en Gaule, décident de prendre le maquis, voire même de partir en Germanie. Astérix est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là, seul contre les dieux, contre l'odieux César. C'est-à-dire que les impôts vont nourrir la pression militaire parce que des gens vont se joindre aux barbares pour attaquer l'Empire romain. Parmi les agresseurs du IIIe siècle, on trouve énormément de classes populaires, voire de classes moyennes déclassées, qui ont préféré partir avec les agresseurs plutôt que de continuer à payer l'impôt romain. Et oui, on voit que ces soi-disant invasions barbares, ce n'est autre qu'une révolte populaire, des classes populaires qui souffrent du système romain esclavagiste. On a carrément des Gaulois qui passent la frontière, qui sortent de l'Empire pour rejoindre leurs frères germains. Je dis frères, oui, parce qu'ils s'unissent autour d'une tradition très ancienne, commune, qui est la tradition du dieu Toutatis chez les Gaulois, qui s'appelle chez les Germains Teutates. Le dieu Odin étant également représenté chez les Gaulois par Guidon. Bref, c'est l'ancienne tradition païenne qui permet à ces gens de s'unir avec évidemment un intérêt commun. Pour les Germains, que les agresseurs, parce qu'ils se sont fait agresser donc par les Romains, continuellement se venger un petit peu, et puis donc pour les Gaulois, arriver à manger à leur faim et en terminer avec cet empire qui esclavagise la population depuis des siècles, qui exaspère la vie des Gaulois, mais qui embête également donc tous les contrées alentours, y compris donc les Germains. Donc l'union gallo-germanique, c'est une question de bon sens à cette époque contre l'empire colonisateur et esclavagiste romain. Et à partir de 250 de notre ère, on voit vraiment des vraies invasions barbares. Des barbares qui profitent de cette frontière dégarnie pour attaquer l'Empire romain, mais pas pour l'envahir, simplement pour faire des raids de pillage. Ils s'enfoncent au niveau des brèches dans le Limès et descendent très loin. En 250 de notre ère, une équipe de Germains descend jusqu'aux Pyrénées, pille tout sur son passage et remonte jusqu'en Germanie, parce qu'ils ne sont pas là venus pour s'installer, mais juste pour récupérer un peu de richesse. Alors comment est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ? Parce qu'au retour, en traversant le Rhin, ils étaient tellement chargés qu'un de leurs bateaux a coulé. Et on a retrouvé le trésor de pillage de cette armée barbare. Alors là, c'est quand même amusant, on a des troupes de barbares germains et gaulois donc qui pillent l'Empire romain, donc ça peut effectivement être des territoires qui se trouvent un peu partout, y compris en Gaule, et qui reviennent donc avec des butins assez énormes qu'ils emmènent dans des bateaux. Tiens donc, moi je mettrais ma main à couper qui ressemble à ça, ces bateaux. Si vous voyez ce que je veux dire. En 276 de notre ère, l'attaque est encore plus violente,
puisque des groupes de barbares qui sont peut-être coordonnés attaquent à la fois depuis la Germanie et depuis le Danube. Athènes est pillée et en Occident, les barbares s'enfoncent vraisemblablement jusqu'au nord de l'Espagne. Les païens, ces éternels insoumis. Dioclétien va essayer de restaurer l'Empire en agissant là où il le peut, c'est au niveau de l'impôt. Il propose une énorme réforme de tout le système fiscal romain au profit d'un impôt qui est désormais un impôt foncier. Désormais, tous les propriétaires sont obligés de payer un lourd impôt foncier. Dido, nos impôts fonciers, ils n'ont pas été multipliés par 2 ou 3 là, depuis une dizaine d'années? Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Je veux surtout pas faire de rapprochement. Seulement, bien entendu, c'est difficile d'envoyer des percepteurs auprès de chaque petit paysan. L'idée de Dioclétien est de dire que désormais, l'impôt est prélevé par le grand propriétaire du coin, qui se charge de le prélever sur les petits paysans des environs. Et pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème, les petits paysans n'ont plus le droit de quitter leur terre. Vous le voyez, la réforme fiscale, purement fiscale de Dioclétien va transformer complètement les campagnes à travers toute la Méditerranée. Désormais, dans les campagnes, il y aura 2 classes, les seigneurs et les inférieurs qu'on appellera les colons et que bientôt on appellera les serfs. Donc là, on assiste au début du système du servage, ce qui a fait que nos ancêtres étaient des serfs. Ça démarre ici. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'esclaves avant. Hein. Dans l'Empire romain, 60% de la population était esclave. Mais comment ça se passait? En fait, on déterminait les esclaves au moment de la colonisation. Évidemment, c'était plus simple. Donc, quand ils ont colonisé la Gaule, donc ça datait quand même d'il y a 50 avant Jésus-Christ, on a fait à peu près 60% des Gaulois sont devenus des esclaves. Mais il y avait encore des Gaulois qui étaient libres. Et notamment ces petits paysans, ces petits fermiers qui étaient encore propriétaires de leurs terres. Chez les Vikings, on les appelle les bandits, ces gens-là. Et bien là, même ces petits paysans ne sont plus libres. Ça devient des serfs, c'est-à-dire qu'on les attache littéralement à la terre. Pourquoi? Vous avez vu, pour 2 raisons. Déjà, pour qu'ils payent l'impôt, et aussi pour qu'ils restent habités en Gaule. Parce qu'eux, évidemment, ils voulaient se barrer avec leurs copains germains, les libres païens de Germanie. C'est logique, quoi. Ils en avaient marre d'être esclaves. Donc, là, c'est devenu vrai. Enfin, c'était déjà une dictature, puisqu'il y avait des esclaves, mais ça s'est encore raffermi. C'est-à-dire que là, les gens n'avaient plus le droit de quitter le pays, quoi. Voilà, donc le système de servage, il est vraiment né là, mais l'esclavage romain existait donc déjà avant. Mais ne croyez pas que ce système va s'adoucir avec l'avènement du catholicisme en France. Hein. Non, au contraire, le servage restera bien maintenu longtemps. Il va y avoir un rapport de domination entre puissants et moins puissants. Longtemps, on a dit que c'était les barbares qui avaient inventé ça. C'était une pensée venue de Germanie, à savoir qu'il y avait des seigneurs qui disposaient du Herrschaft, la seigneurie, et puis des esclaves. Non, c'est simplement une idée romaine. Il y a, sur une base fiscale, des gens qui paient l'impôt et des gens qui reversent l'impôt au trésor parce qu'ils sont un peu plus puissants. Donc là, c'est clair, on comprend la réalité de ces soi-disant invasions barbares. On comprend qu'en fait, il s'agit clairement d'une révolte sociale, d'une révolte populaire. C'est une révolte paysanne organisée contre tout un empire parce que les serfs gaulois, les esclaves de Gaule n'en pouvaient plus, parce que tous les voisins de l'empire n'en pouvaient plus également de se faire piller par les Romains et de subir leurs pressions. Les Germains subissaient ces pressions de façon continuelle. Et donc on a une fabuleuse alliance populaire, une fabuleuse alliance des gens vertueux qui se battent pour la liberté. Et on a donc des Gaulois qui s'unissent avec des Germains, qui s'unissent autour de leur tradition ancestrale hyperboréenne, cette tradition du dieu Odin chez les Scandinaves, Wodan chez les Germains, Widon chez les Gaulois. Vous voyez comme on a à peu près la même consonance à chaque fois. Toutatis qui est Totates chez les Germains. Et donc c'est avant tout une fabuleuse alliance populaire contre un système esclavagiste. Voilà pourquoi on nous cache tout ça, parce qu'il me semble que le système d'aujourd'hui également nous exploite et il n'a pas envie que l'on comprenne et que l'on s'inspire de nos ancêtres pour nous aussi nous émanciper d'un système qui est, je trouve,
de plus en plus abusif. Voilà, donc on va continuer à raconter cette fabuleuse histoire. Vous allez voir que le christianisme va arriver dans l'affaire et que le christianisme c'est une affaire compliquée parce qu'en fait il y a plusieurs types de christianisme. Donc on va y consacrer un prochain épisode et voir donc comment s'en sortent nos barbares, goths, germains, scandinaves, vikings comme vous l'avez vu en réalité, hein, ils ont les mêmes genres de bateaux. Et puis donc gaulois, on va voir comment ils s'en sortent face à cet empire dans un prochain épisode. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous soutenir avec la guilde Pagans, hein. Vous pouvez adhérer, vous pouvez faire un don. Vous pouvez également me soutenir sur le Tipeee de l'Esprit Viking, comme vous voulez. N'oubliez pas de diffuser la vidéo, de la partager, de la liker, etc. Enfin voilà. Et je vous dis à la prochaine fois par Widom.